Donc, j'appelle Bouchra Azouz, Fabrice Bonifay, Baptiste Fournier, Bettina Laville et Serge Auru à me rejoindre. Bien, alors, on a eu un panorama vaste de tous les sujets qui sont sur la table. Nous n'imaginons pas que vous avez toutes les solutions, mais vous en avez les uns et les autres certaines. Et si vous voulez bien nous dire ce qui vous paraît essentiel, et puis ensuite de voir comment ces deux sujets peuvent se combiner et comment est-ce qu'on peut essayer de répondre simultanément à ces deux urgences. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Bouchra. Oui, bonjour. 10 minutes, bon, c'est beaucoup 10 minutes. Moi, c'est même beaucoup trop. Je vais rebondir par rapport peut-être à la table ronde précédente et essayer de faire peut-être un lien entre le constat et puis l'action. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste être des spectateurs stériles d'une situation de déclin à la fois, parce que je pense qu'on a à la fois une crise écologique, mais je pense qu'on a une crise sociale qui est majeure dans notre pays et qu'il faut relier les deux. Et c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, avec Corinne, nous avions coécrit ensemble Les femmes au secours de la République, et où on faisait se croiser deux approches, à la fois celle de l'écologie et celle du féminisme populaire, qui voulait proposer finalement un projet de société qui était fondé sur une double problématique, à la fois une problématique de valeur, une problématique sociale et la problématique écologique. Et on en était arrivé finalement, après une analyse méticuleuse de la construction de la République depuis la Révolution française, au fait que les inégalités qu'on observait et ce déclin aussi écologique, ils étaient structurels, et beaucoup plus structurel que conjoncturel en fait. Et notre perspective, c'était de dire que finalement, cette République qui était fondée sur comment on appelle ça ? Je suis un peu fatiguée en ce moment. L'État-providence, voilà. Et qu'il fallait peut-être passer à une nouvelle proposition qui serait une République sociale, écologique, émancipatrice, et laïque. Voilà. Et là, quand on englobe toutes ces problématiques, finalement, on arrive peut-être à proposer une société dans laquelle l'humain est au cœur de la préoccupation, l'humain, mais aussi le féminin, parce que je pense que dans les analyses qui sont faites, on oublie aussi beaucoup la force de la dynamique émancipatrice des femmes comme étant une porteuse de solutions à la fois pour rétablir un peu le désordre à la fois social, le désordre égalitaire et tous les déficits qu'on observe aujourd'hui sur une République qui finalement est en déficit d'espérance dans ses valeurs. Et je crois que c'est un petit peu ça aussi ce qu'on observe. Et tout à l'heure, M. Aubin faisait un tableau quand même assez dramatique de ce qu'est l'école. Alors même si évidemment nul, comme tu le dis Corinne, ne peut nier les problématiques telles qu'elles se posent à nous, telles qu'elles se posent à nous, et qu'il faut les regarder avec beaucoup de lucidité. Oui, c'est vrai, il y a des problématiques de montée en puissance depuis le milieu des années 80 d'une pensée radicale religieuse qui est venue un peu perturber aussi les quartiers populaires et confisquer à beaucoup de jeunes peut-être une identité multiple apaisée, une identité citoyenne au profit peut-être d'une exacerbation d'une facette de leur identité que serait le religieux comme étant quelque chose de commun à toute cette jeunesse un peu désœuvrée et qui ne trouve pas sa place dans la société. Mais depuis les années 80, il s'est quand même passé beaucoup de choses avec des dispositifs de lutte contre les discriminations, il s'est passé beaucoup de choses d'une sensibilisation de la société à ce que sont les quartiers populaires. Et donc on avance, mais on a le sentiment quand même qu'on se traîne. Et hélas, on a comme ça qui émergent dans la société des faits tragiques qu'on ne peut pas occulter, que sont effectivement l'assassinat de
de Monsieur Paty et de tout ce que ça met en lumière des dysfonctionnements graves de notre société. C'est vrai. Mais de l'autre côté, j'aime aussi tempérer et dire que on ne peut pas non plus laisser à penser que tout est définitivement, comment dirais-je, dans un recul irréversible ou qu'aucune force n'existe dans la société et n'est à l'œuvre pour essayer d'inverser ou de lutter contre cette radicalisation qui a vraiment pris le dessus. C'est une réalité. Et là où j'en reviens à notre ouvrage et donc notre réflexion, et donc encore une fois cette part qu'on ne met pas dans la balance dans nos analyses, que sont les femmes. Elles sont systématiquement les grandes oubliées des quartiers populaires, alors qu'elles sont porteuses de dynamiques émancipatrices, et c'est ce que porte le féminisme populaire, et il consiste à dire une chose assez simple, c'est que la dynamique émancipatrice des femmes, elle est suffisamment puissante pour remporter avec elle des dynamiques de progrès et probablement faire reculer cette approche très radicale du religieux qui s'est installée, encore une fois, de mon point de vue, pas de façon irréversible. Et une des comment dirais-je, des propositions qu'on fait, c'est d'accompagner cette dynamique. Et si je résume un petit peu notre pensée, c'est, encore une fois, la République est quelque chose qui est un édifice en permanente construction. Et quand on veut, comment dirais-je, relancer en fait ces valeurs que sont l'égalité, la liberté, la fraternité, la solidarité, mais aussi la laïcité, eh bien, il faut s'appuyer sur les femmes parce que finalement, leur dynamique, elles remettent en route en fait cette République qui est un peu en panne d'idées, en panne d'espérance. Je crois que les femmes sont certainement dans la société celles qui ont le plus intérêt à ce que la République, elle soit solide, que la République, elle soit au rendez-vous de leur émancipation. Et ça, je constate qu'on passe souvent à côté, on passe toujours à côté, et qu'à un moment donné, quand on parle entrepreneuriat dans les quartiers, on le décline toujours qu'au masculin, alors que les femmes, elles agissent, elles font énormément de choses. Voilà, donc pour résumer, peut-être conclure, je dirais que de mon point de vue, et en tous les cas pour ce qui est du féminisme populaire, nous pensons que soutenir les femmes, c'est à la fois transformer ces paradigmes qui se sont installés dans les quartiers populaires et en même temps relancer et réinstaller, ou en tous les cas renforcer la République partout, sur tous les territoires, pour toutes. Merci. Merci pour lancer ce deuxième volet, si je puis dire, qui est celui des dynamiques, des opportunités qui existent et de la capacité probablement unique dans l'histoire de l'humanité de pouvoir vraiment changer les choses avec ces actions de terrain que tu mènes avec le mouvement du féminisme populaire, et de rappeler le fait qu'effectivement la vocation émancipatrice des femmes est quelque chose d'excessivement important, sans tomber dans le wokisme ou autre, qui n'est pas forcément émancipateur. À mon avis, c'est même tout le contraire, mais ça, c'est un avis personnel. Je crois qu'il y a effectivement dans cette volonté d'égalité, mais aussi dans cette autre manière de regarder le monde, qu'ont les femmes quelque chose de profondément important pour les transformations qui sont à venir. Et c'est probablement un des liens qui existent et qui est fort entre les sujets écologiques et les sujets républicains. Alors on va peut-être continuer le tour de table avec Fabrice Bonifay, que je remercie lui aussi d'être avec nous, qui est responsable du développement durable chez Bouygues, qui est un influenceur sur Twitter dont je vous recommande le suivi, parce qu'il écrit des trucs qui sont vraiment intéressants. Voilà, et donc Fabrice, oui, merci proposition. De votre invitation. Alors, en ce qui me concerne, moi, dans ma sphère d'influence, parce que bon, ça reste quand même assez limité au monde des entreprises,
Et je préside aussi une association qui s'appelle le Collège des directeurs de développement durable qui regroupe 220 entreprises aujourd'hui. Ce qu'on essaie de faire dans cette association, c'est d'accompagner nos entreprises dans une trajectoire crédible de décarbonation en maintenant autant que faire se peut un modèle social qui nous est cher, mais aussi en prenant en compte les réalités des limites planétaires. Et c'est là que les choses commencent comme difficulté. Parce que bon, si je reprends les chiffres de M. Dupertuis, il l'a dit tout à l'heure, on a 10 ans, grosso modo, de budget carbone au rythme actuel des émissions. Et si on veut tenir cette trajectoire, ce qu'il n'a pas dit, mais ce que je vais dire, il faudrait consentir à une décroissance de 7% par an de nos émissions de gaz à effet de serre pendant 60 ans pour atteindre cette fameuse neutralité carbone planétaire. Alors, quand on dit ça, 7% par an de décroissance des émissions de gaz à effet de serre, il y en a beaucoup qui disent bah oui, mais on doit pouvoir décarboner tout en maintenant des trajectoires économiques et même de croissance équivalentes à celles qu'on a connues ces 70 dernières années. Alors c'est là que les choses commencent à se compliquer notablement. C'est les partisans de la croissance verte, les partisans du technosolutionnisme pour qu'on puisse arriver à faire cette chose-là. Et nous, notre regard au C3D, et en ce qui me concerne, je suis un peu plus mesuré. Je pense qu'on va devoir changer en fait la métrique de la performance et la façon dont on va apprécier le virage qu'il va falloir que nous prenions tous maintenant quand même assez rapidement compte tenu du temps qui nous reste. Et donc on pousse un nouveau concept d'entreprise, qui est le concept d'entreprise dite contributive, qui part du principe que le marché n'a pas forcément toujours raison, mais ce qui a toujours raison, c'est forcément les faits scientifiques. Et les faits scientifiques aujourd'hui sont assez implacables. Alors pour arriver à réconcilier à la fois le business et les faits scientifiques, il y a une première chose à faire, donc on est dans la table ronde des solutions, qui est de passer le temps qu'il faut pour la formation et l'information des différentes parties prenantes. Parce que la première raison en fait de l'inaction chronique à la fois des dirigeants politiques mais aussi des dirigeants d'entreprise, c'est l'incompréhension de ce qui est en train de se passer. Et lorsqu'on prend le temps de leur expliquer, au bout d'un moment, la lumière s'allume et ils se disent oui, bien sûr, on va devoir mettre en place des modèles d'affaires et des modèles de société beaucoup plus sobres en consommation de tout. Parce que la sobriété, c'est vraiment la solution si on veut s'en sortir. Mais ce n'est pas en simplement une petite sensibilisation de 10 minutes qu'on arrive à comprendre ça. Il faut plusieurs heures, parce que comme dit Jean-Pascal Van Diepersel, qui est l'un des climatologues les plus réputés au monde, il faut 20 secondes pour sortir une connerie sur le changement climatique, et puis plusieurs heures pour expliquer pourquoi c'était une connerie. Et lorsque j'entends aussi le débat actuel sociétal sur l'histoire de radicalisme, etc., qui est un vrai problème, j'en conviens, je rappelle simplement qu'en termes de morts, la qualité de l'air tue en France entre 45 et 50 000 morts par an. Comment ? 67 000, Serge, voilà, c'est pire. Et que les maladies, j'ai vu hier le film Darkwater, les maladies liées à l'empoisonnement, à tout ce qu'on nous fait respirer, manger, c'est plusieurs dizaines de milliers, de millions de morts à l'échelle planétaire, que le charbon et que les particules, cher à Serge Roux également, tuent dans tous les pays. Et que l'islamisme en France radical, bon, ok, il y a eu quelques morts, mais quand on met en bascule ces morts-là par rapport à la tragédie écologique, il n'y a juste pas photo. Donc il faut aussi un petit peu se calmer aussi sur ces sujets, je pense. Et donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on arrive à changer nos modèles d'affaires. Et il n'y a pas d'autre solution que de passer d'une approche linéaire à une approche permacirculaire. Alors c'est quoi l'approche permacirculaire ? C'est si on accepte une fois pour toutes de concevoir, de comprendre que la fabrication des objets du quotidien consomme à la fois des matières premières et de l'énergie, il va falloir qu'on accepte tôt ou tard d'en fabriquer moins pour que tout le monde puisse les utiliser. Et donc c'est ce qu'on appelle l'économie du partage, c'est-à-dire que personne n'achète une vache pour boire un verre de lait. Demain, on pourrait considérer que pour les voitures également, on pourrait avoir plus de poules en autopartage et d'avoir tout au fait en partage. Alors l'intérêt de ce modèle économique, que ça permettrait de faire baisser beaucoup la pression sur les ressources. La pression sur les ressources, ça veut dire
plus vous avez de produits qui sont utilisés par très peu de gens, il faut toujours beaucoup de matières premières pour les fabriquer. Et en fait, on a plein nos armoires, des choses dont on se sert finalement assez peu. Et par contre, il a fallu de l'énergie et des matières premières pour les fabriquer. Et donc cette économie de la possession, du volume, est en train de racler les fonds de tiroir de la planète, car on utilise beaucoup trop de matières premières aujourd'hui, et on utilise beaucoup trop d'énergie pour fabriquer ces produits. Et en fait, ça crée effectivement de la richesse à un moment donné pour les entreprises qui les vendent, mais ça détruit ce qu'on appelle le capital naturel, qui est absolument indispensable pour la maintenabilité du business dans les années à venir. Et les entreprises sont en train de se rendre compte, il était temps, que finalement le business c'est quoi? C'est des matières premières avec de l'énergie transformée via des machines. Et que si on veut maintenir dans le temps du business pour les entreprises et donc des emplois, parce que derrière business il y a emploi, eh bien il faut complètement reconfigurer les modèles d'affaires. Tout est un problème de modèle d'affaires. Et dans ce contexte-là, il faut donc faire plusieurs choses. Donc, dans les solutions, c'est déjà de mettre en place un nouveau système comptable. Et je pense que la vraie priorité des États-nations, et la France s'honorerait d'être pionnière dans ce domaine-là, c'est d'instaurer en France un système de comptabilité multicapital pour qu'on oblige les entreprises à présenter trois bilans annuels, pas simplement le bilan financier, maintenabilité du capital financier, mais aussi la capacité que les entreprises auront pour démontrer qu'elles vont maintenir le capital naturel dont elles dépendent pour leur business, y compris les écosystèmes sous-jacents et bien entendu le capital humain. Donc ça, je pense que cette nouvelle façon de compter la valeur, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On a des très très bons universitaires en France qui travaillent sur ces sujets. On doit aujourd'hui, le législateur doit imposer cette façon de compter la valeur, il ne le fait pas. Le législateur doit aussi imposer des modèles d'affaires et privilégier les modèles d'affaires qui sont circulaires, c'est-à-dire toutes les données de sortie des uns qui deviennent les données d'entrée des autres. Cette économie du recyclage n'est pas une bonne solution. La bonne solution, c'est l'économie du réemploi. Et donc, on a, avec la législation, la possibilité d'avoir une fiscalité incitative pour les réemplois. Et je pense qu'il faut qu'on privilégie au maximum les modèles d'affaires qui s'appuient sur le réemploi. Car c'est la seule façon, ça sera la seule façon de décarboner à la vitesse qui est aujourd'hui demandée par les scientifiques. Et ça sera la seule façon d'arriver à maintenir une trajectoire climatique crédible par rapport à ce que nous devons faire d'ici 2050. Tout à fait intéressant comme vision de ce que doit être l'économie du partage ou de la fonctionnalité. C'est des idées qui sont pas tout à fait d'aujourd'hui, mais qui sont à mettre en œuvre aujourd'hui et de toute urgence. Juste un petit mot sur la radicalisation. Je pense qu'on ne peut pas seulement compter en nombre de morts. Je pense que derrière les sujets qu'on a abordés dans la première partie de la table ronde, c'est des sujets de confiance de la société en elle-même et de capacité de la société d'être soudée. On est une société qui est en train de se disloquer. Et on ne réussira pas la transition, que j'aime pas trop appeler transition écologique, parce que c'est une transformation de la société. Enfin, on ne réussira pas, me semble-t-il, cette transformation de la société, s'il n'y a pas une grande acceptabilité et si on n'est pas soudé sur un avenir commun désirable. Et donc les valeurs qui fondent ce qu'est la société française font partie, me semble-t-il, de ce désir commun désirable. C'est pour ça que ça me semble extrêmement important de lier les deux, parce que sinon on va vers le séparatisme, et le séparatisme pour moi est l'ennemi de la capacité de notre société à répondre aux défis. Voilà, donc voilà comment je vois les choses. Bettina Laville, donc tout le monde connaît, présidente du comité 21, conseillère d'État honoraire. Oui. Écoute, à toi la parole. Alors, comité 21, je pense que tout le monde connaît. C'est une organisation qui a pour particularité de réunir des entreprises, des collectivités locales et des organisations non gouvernementales autour du sujet de ce qu'était le développement durable il y a 25 ans et qui a quand même un peu évolué depuis. Merci Corinne.
moi, je suis très ennuyée parce que tu m'as pris mon introduction. Mais vu notre complicité, ça ne m'étonne pas. Alors, moi, d'abord, je suis ravie d'être ici parce que je pense que c'est un sujet tout à fait important. Je vais vous raconter une anecdote. Il se trouve que j'étais à Nantes ce matin sur un colloque et que j'ai parlé d'un sujet qui tient beaucoup à cœur au Comité 21, sur lequel nous avons fait plusieurs travaux et nous allons continuer, qui est la citoyenneté écologique. Et dans la pleine ligne de ce colloque, moi je trouve que, évidemment, nous sommes en crise de citoyenneté, c'est évident, et même si on est en crise de citoyenneté écologique, on doit amarrer, si j'ose dire, l'écologie au niveau des citoyens. Ça ne veut pas simplement dire les citoyens au niveau des petits gestes de Nicolas Hulot, quoique c'est extrêmement important, mais on doit aussi faire consensus sur quand même quelque chose qui est le destin de nos pays, de notre planète, c'est-à-dire une planète viable, la viabilité. Et moi, je préfère beaucoup le mot viabilité au mot durabilité, etc. Et donc, je déroulais mon affaire et les 3/4 de la salle avaient l'air tout à fait d'accord. Il n'y avait pas du tout que des élus, il y avait beaucoup d'associations. Et puis, il y a une jeune femme qui a pris la parole et qui m'a dit « Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec vous parce que quand on apprend aux gens justement les petits gestes, quand on apprend aux gens, quand on leur demande de trier leurs déchets, de ne pas utiliser les bouteilles en plastique, etc., ils nous répondent « Mais pourquoi nous ? Qu'est-ce que c'est que cette goutte d'eau que nous allons amener effectivement au bien de l'écologie, alors qu'il y a de très grands pollueurs dans la planète, alors qu'à Glasgow, il y a une semaine, il y a des pollueurs qui ont refusé, des pays très pollueurs qui ont refusé de s'engager dans une trajectoire sobre. Alors, il y a beaucoup de nuances à faire là-dessus, hein, parce que c'est les pays pauvres, donc, etc. C'est compliqué, mais pas simplement les pays pauvres. L'Australie n'est pas un pays pauvre, pour donner un exemple. Est-ce que, d'une part, et d'autre part, est-ce que comment dirais-je, on voit bien l'importance des lobbies. Vous avez tous lu dans la presse, effectivement, que cette COP était celle des lobbies, etc. Et ce que je voudrais te dire, Fabrice, parce que nous nous connaissons bien, parce que nous sommes présidents chacun comment dirais-je, d'associations qui vont dans le même but avec des collèges différents, puisqu'il s'agit donc d'un collège entreprise, et nous avons, comme l'a dit Corinne, plusieurs collèges, c'est que moi je souscris absolument à chaque mot que tu viens de dire. Nous le savons, nous sommes complètement d'accord sur le changement de modèle d'affaires, etc. Mais comme Corinne, je dirais qu'il faut plus qu'un modèle d'affaires, c'est un modèle de société. Et cette jeune femme qui me dit c'est bien joli votre citoyenneté écologique, à quoi elle fait allusion ? Elle fait allusion à l'exemplarité des gens qui font mal, des gens qui continuent de faire mal. Alors oui, c'est un mot, après tout, moral, le mal, mais ça existe, et qui continue d'emmener le monde entier dans une impasse. Et je crois que ça, c'est les fondements de la République. Les fondements de la République et la Déclaration des droits de l'homme, c'est quand même quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le bien commun, et qu'on appelait dans la déclaration de 1789 d'un mot qui a perdu sa saveur et qui a perdu son sens, mais que j'ai toujours trouvé magnifique, c'est l'utilité commune. Voilà. Et cette utilité commune, elle a un pan supplémentaire. Alors, il y avait le pan des libertés du 18e, on a rajouté, tant bien que mal, avec beaucoup de lutte, le plan social. Et il y a, pour faire durable, comme on dit, le plan écologique aujourd'hui. Et cette utilité commune est extrêmement importante. Et ça, c'est quelque chose... l'écologie, c'est quelque chose qui devrait tous nous rassembler, puisque nous avons une même terre. Et ça nous divise. Et là, on en vient à la question de la radicalité. Et cette jeune femme, toujours, me disait, donc nous n'avons que solution que la radicalité. Et moi, ça m'a beaucoup frappé, par exemple, à Glasgow, vous avez une COP avec des négociateurs qui sont tous des gens de très bonne foi, hein, qui veulent arriver à des résultats. Et puis, vous avez des gens que je respecte autant, parce que ce n'est pas ma génération,
des gens comme Corinne et moi et d'autres, on s'est sentis quand même des années bien seuls dans le combat écologique. Et en fait, aujourd'hui, en l'occurrence, il y a des gens qui disent blablabla, comme a dit Greta, blablabla, tout ça c'est des mots. Alors, sauf qu'à la tort, c'est pas simplement des mots, c'est des petites avancées, beaucoup trop lentes par rapport au sujet, mais qui existent parce que Greta, il faut quand même qu'elle se rende compte qu'il y a 195 pays autour de la table, et donc voilà, c'est quand même bon, c'est plus facile de marcher que de négocier, mais elle a raison. Pourquoi ? Elle a raison parce que l'avenir a toujours raison et le passé a tort. Voilà, c'est un fait historique, c'est comme ça. Et donc, en fait, il faut réconcilier les deux. Et moi, ce que j'essaye de faire dans le comité 21, et nous sommes, nous, très critiqués, parce que c'est bien plus simple d'être entre soi au niveau des entreprises, ou entre soi au niveau des ONG, ou entre soi au niveau des collectivités locales. Mais faire travailler tout ce monde ensemble, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais c'est une gageure. Et en fait, je pense qu'il faut mettre de la radicalité dans la République, mais de la radicalité créatrice. Je ne suis pas du tout sûre que Nietzsche ait été un écologiste. Mais vraiment pas du tout, surtout avec la postérité qu'il a eue. Mais je crois qu'il a forgé un concept qui est vraiment extrêmement utile. Pour nous, c'est le ressentiment. Aujourd'hui, vous avez une société de ressentiment. Et et je suis entièrement d'accord avec le fait, d'ailleurs, Fabrice peut vous dire, dans son association, je ne sais pas combien de pourcentage il y a de femmes directrices du développement durable, d'accord, mais il y en a quand même de plus en plus, on est d'accord. Et nous, on a tous des étudiants, le nombre de femmes qui veulent s'engager dans le développement durable est absolument énorme. C'est pas 50-50 que moi j'ai parmi mes étudiantes qui veulent faire de la RSE du développement durable, c'est vraiment 75-25, je veux dire, c'est tout à fait important. Et donc les femmes, c'est très important. Simplement, il ne va pas falloir rajouter du ressentiment à la radicalité. Et la radicalité créatrice, c'est quelque chose qu'on doit rajouter comme ingrédient à la République aujourd'hui pour reconstruire, ou plutôt réparer cette dislocation dont tu as parlé. Mais il ne faut pas non plus, comment dirais-je, voilà, nous, je dis nous parce qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années que la pudeur nous empêche de dire, mais on pourrait vous dire, ah ben vous vous rendez compte, je veux dire, nous depuis le temps qu'on en parle, on s'est connus, on avait 25 ans, depuis le temps qu'on en parle, etc., et les gens comprennent enfin. Oui, et alors, tant mieux, ils pourraient ne pas comprendre, donc c'est génial. Mais je veux dire, et ça, il est absolument évident que on ne doit pas être dans le ressentiment. Nous avons aujourd'hui, en matière écologique, des conditions qui sont données à la planète, c'est-à-dire à chaque espèce de la planète, en dehors même de l'espèce humaine, et à chaque acteur de la planète, mais je veux dire véritablement quelque chose de complètement inédit. Ça veut dire réparer en un siècle ce qui devrait, selon les lois de la nature, être changé en des milliers d'années. Bon, alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est quand même tout à fait extraordinaire. Et en même temps, et ça c'est en même temps normal, mais en même temps, vous avez une dislocation de la société, on n'arrive même pas, la table ronde, malheureusement je suis arrivée tard, parce que j'arrivais de Nantes, mais on l'a bien entendu, on se disloque. Prenez la conférence de Stockholm. À un moment donné, je m'arrête. Prenez la conférence de Stockholm. La conférence de Stockholm, c'était il y a 50 ans. Alors, on vous rassure, on n'y était pas. Mais la conférence de Stockholm en 72, on pouvait parler de Dieu, figurez-vous. Dans les attendus de la conférence de Stockholm, il y a le fait que la Terre est la créature de Dieu. Il y avait autour de la table des musulmans, des catholiques, des protestants, des juifs, toutes les religions, des animistes, parce qu'il y avait des animistes pas mal, etc. Et en fait, implicitement, tout le monde se référait à son propre Dieu, mais on ne plantait pas dans un texte qui concernait la planète le drapeau de son propre Dieu.
Voilà. Et ça, c'est complètement terminé. Le jour où aujourd'hui vous prononcez Dieu à l'ONU, il y a le tiers de la salle qui sort parce qu'il se dit que ce n'est pas le Dieu du voisin. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut plus parler de démographie à l'ONU, alors que c'est un des problèmes énormes, évidemment, de l'écologie. On ne peut pas parler de la démographie, parce que la démographie, c'est les naissances. Et il y a des gens qui pensent que, qu'il faut avoir le nombre d'enfants que Dieu a décidé, puis d'autres que les hommes ont décidé, voire les femmes, ce qui est bien pire. Bon, donc, je veux dire, là, en l'occurrence, vous avez une profonde destruction des choses. Alors, pour conclure, moi, je voudrais dire 3 choses. Je pense qu'il ne faut absolument pas condamner cette radicalité, parce que dans les 30 ans, entre 92, dans la conférence de Rio, et aujourd'hui, on a perdu 30 ans à cause du manque de radicalité. Deuxièmement, il faut savoir créer des institutions pour transformer cette radicalité. Il y a des institutions qui sont utiles. Par exemple, des institutions qui donnent effectivement la mesure de certaines choses. Le Haut Conseil pour le climat, par exemple, c'est une instance utile parce qu'elle remet la vérité. Et troisièmement, justement, il faut qu'il y ait un consensus sur cette vérité. Alors, vous savez, là, il y a du progrès parce que entre le moment où, moi j'étais la négociatrice de la conférence de Rio pour la France, entre le moment où la veille de la conférence de Rio, on se prenait dans la gueule, si vous me permettez cette expression élégante, le rapport de l'Académie des sciences, juste la veille, qui disait tout ça, c'est pas vrai, et aujourd'hui quand même le fait que les rapports du GIEC font tous les titres, on a heureusement fait des progrès. C'est très tard, mais ce n'est pas trop tard, à condition qu'on trouve les fondements. Je ne suis pas sûre que c'est des solutions, en tout cas, c'est des principes de solutions. Merci Bettina pour ces mots de bienveillance qui font du bien par les temps qui courent, n'est-ce pas ? Essayer de comprendre les autres, de ne pas être dans le ressentiment, ça, je crois que c'est très important. De voir les opportunités. C'est vrai qu'on vit un moment extraordinaire au sens propre du terme. Alors on peut considérer que c'est une abomination. De toute façon, on n'a pas le choix, on est dedans. C'est notre génération, c'est comme ça. Mais c'est aussi une manière aussi d'inventer, de transformer, d'essayer de faire les choses bien, de réparer. Ça donne beaucoup d'activité, beaucoup d'espoir. On peut voir les choses de manière assez différente de celle qu'on nous dresse matin, midi et soir dans des médias qui sont dans le fait divers monté en épingle, dans l'audimat le plus sordide et dans du court terme qui ressemble à pas grand-chose. Voilà. Serge, donc tout le monde sait qui tu es aussi. Tu présides de l'Académie du climat. Tu as été un des patrons de WWF, si je ne m'abuse. Et puis tu travaillais à la mairie de Paris pendant 5 ans auprès de la mer. Voilà. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en cet après-midi. Je regardais derrière vous et devant moi, Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Donc c'est une après-midi d'encouragement pour l'industrie nationale, mais c'est aussi un vrai plaisir de pouvoir parler après mes 4 partenaires j'écoutais avec intérêt leur échange et ils ont dit l'essentiel, la volonté émancipatrice de la femme, c'est essentiel. La sobriété dans notre industrie, notre économie, c'est essentiel. Et la radicalité aujourd'hui, oui, elle est essentielle. Donc nous travaillons les uns et les autres avec volonté, pugnacité, souvent avec découragement. Et aussi avec les encouragements des uns et des autres, parce que l'écologie, pour ma part, j'aime à penser que c'est bien sûr c'est l'école du vivant, c'est le rapport avec l'ensemble du vivant. J'aime à le dire parce que si c'est le rapport avec l'ensemble du vivant qui est absolument nécessaire pour notre chimie, notre alchimie, pour respirer, pour manger, pour boire, c'est aussi l'art des relations humaines.
Je ne vois pas si c'est pour être écolo et être un exploiteur et je dirais, quelqu'un qui détruit la vie autour de lui, d'une manière comme d'une autre, il peut se prétendre écolo, c'est pas intéressant. Donc l'art des relations humaines, c'est important, et on ne peut pas aimer la biodiversité si on n'aime pas la diversité humaine et culturelle. Et souvent, vous avez des écologistes qui défendent ardemment la biodiversité, mais qui ne supportent pas la diversité. Parce que vous n'êtes pas assez scientifique, vous n'êtes pas assez politique, vous n'avez pas fait suffisamment de COP, etc., etc. Et donc, il y a toujours un procès en illégitimité dans ce milieu qui est assez considérable et franchement stupide, voire nihiliste. Donc, dans tous nos chemins, on s'est aperçu de quoi? Je m'aperçois qu'aujourd'hui, le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet du Premier ministre, le directeur de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances, etc., etc. Ils ont été formés aux mêmes écoles. Ce sont des gens intelligents, cultivés, qui connaissent vraiment les enjeux terrestres mondiaux. Sauf qu'ils n'ont été absolument pas formés à créer une économie légère. Une économie légère, bien sûr, on peut dire économie circulaire, on peut dire une économie du moindre impact sur la planète, sur notre environnement immédiat et lointain, une économie qui ne détruise pas le climat et une économie à fort impact social. Il n'y a aucune formation, très peu, si ce n'est que c'est des informations personnelles que les uns et les autres ont pu tirer de leur univers familial ou simplement par leur goût ou par leur altruisme. Mais aucune formation. Et bien sûr, on va me dire, oui, mais il y a des universités qui font des choses remarquables. C'est vrai. Mais cherchez dans toutes les grandes écoles d'ingénieurs ou dans toutes les dites grandes écoles qui, soi-disant, forment l'élite de la nation, eh bien, nenni, ma chère Bettina, tu m'as déjà envoyé faire des cours à l'ENA, j'en suis revenu fort attristé. Parce que j'avais en face de moi des jeunes gens absolument rétrogrades. T'en fais pas, c'est fini, l'ENA. Mais t'inquiète pas, ça ressurgira autrement. Donc cette formation-là, et puis c'est une formation passionnante. C'est pas quelque chose de profondément ennuyeux. Parce que ce dont on parle, là, cette économie légère du moindre impact sur l'environnement et le climat, c'est de l'innovation, c'est de l'invention. Et c'est forcément de la pluridisciplinarité pour pouvoir parvenir à créer d'autres systèmes qui sont destructeurs de l'avenir de nos enfants. Et ça, c'est passionnant. Et donc, comment on transforme la difficulté que nous avons, les barricades que nous avons en face de nous, l'égoïsme que nous avons, la cupidité, parce que c'est souvent la cupidité qui est... Allez parler aux producteurs de pétrole de réduire pour nous faire plaisir leur production. Non. Mais comment, avec une formation adéquate, tant pour notre jeunesse que pour les cadres de notre pays, ou pour nous tous, comment on arrive à justement percer cette fatalité du désespoir, parce que tel que nous allons là, nous allons dans un monde, vers un monde entre Mad Max et l'abbé Pierre. Nous allons vers un monde de guerre. Il y a une fatalité annoncée qui est terrible. Mais moi, j'aime à penser, comme Edgar Morin, qu'il faut croire en l'improbable. Et l'improbable, c'est qu'on puisse inventer cette civilisation qui offrira une planète vivante à nos enfants, tout simplement. Donc, nous avons créé une académie du climat à Paris, dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Bien sûr, c'est un mot pompeux, Académie du climat. Mais c'est un lieu magnifique. D'abord, l'ancienne mairie du 4e, c'est un lieu magnifique, inauguré par Haussmann. Et ce lieu doit servir, bien sûr, à la jeunesse, et je dirais à tous les jeunes d'esprit, pour se rencontrer, pour échanger, pour provoquer l'échange, la contradiction, parce qu'elle est absolument nécessaire. Et puis, cette volonté émancipatrice de la femme, parce que rien ne se passera dans notre humanité sans l'équilibre homme-femme. Ça, c'est quelque chose. Je me souviens l'avoir mis dans une préface il y a quelques années, dans un livre de Yann Arthus Bertrand, et il y a quelqu'un dont je tairais le nom, que j'aimais beaucoup, il m'a dit « Mais pourquoi tu mets l'équilibre homme-femme »
Et pourtant, c'était quelqu'un de brillant et un grand écologiste. Et oui, sans cet équilibre-là, il ne se passera rien. On me rappelle que les règles font qu'il faut le masque dans la salle, donc je suis désolée. Je rappelle ces règles-là, même s'il y a eu un contrôle de passe, mais c'est la règle ici, donc voilà, je me fais le transmetteur. Merci Serge pour ce rappel dynamique, parce que effectivement, ce qui est tout à fait intéressant, remarquable, c'est en fait la responsabilité que nous avons, la capacité qu'a le cerveau humain et l'humanité, y compris le cerveau un peu augmenté aujourd'hui, de trouver des solutions. Alors maintenant, est-ce qu'on va être... il y a une guerre du temps qui est engagée entre ce qui se passe et puis ce que nous sommes en capacité de mettre en place. Donc, est-ce que c'est cette guerre du temps, on va la gagner? C'est ça et le point. Et deuxièmement, nous, Français, avec nos difficultés particulières, parce qu'on en a quand même quelques-unes sur la tête, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de prendre les sujets ensemble? Voilà, donc je te pose cette question, et puis aux uns et aux autres de la tribune, et puis ensuite peut-être on ouvrira le débat avec la salle avant la dernière table ronde. Alors je me permets juste une petite parenthèse, c'est lorsqu'il y a un temps de guerre, et notre pays, et le monde, on a connu, lorsqu'il y a la guerre, soudain il n'y a pas de souci d'argent, pour soudain avoir les hommes, les troupes, les bateaux, les chars, les avions, les bombes, les munitions, les hôpitaux de guerre, etc. Bon, là, on trouve. Quand il y a la guerre ou le Covid. Et nous avons... Oui, mais là, nous avons... C'est néanmoins une guerre... Oui, bien sûr. Nous avons une guerre à mener contre ce qu'il faut appeler... Parce qu'il y a le mot changement climatique, réchauffement climatique, dérèglement climatique... Quand j'étais l'année première à employer le mot dérèglement climatique, je me souviens au WWF, on m'a traité de communiste. Et maintenant, nous sommes en plein péril communiste. Pardon, lapsus révélateur, en plein péril climatique. Donc, puisque la guerre nécessite, et on trouve les moyens, nous devons là trouver les moyens pour justement traverser le péril que nous avons devant nous. Moi, pour répondre à la question de Corinne, si on refait la table ronde dans l'autre sens, puisque tu as donné le tempo, je crois qu'il y a quelque chose qui manque de manière cruciale à nos institutions. C'est une institution qui gère le long terme. Et je ne suis pas en adoration de tout ce qu'a fait Nicolas Hulot dans sa vie, mais je trouve que ce qu'avait proposé la chambre de long terme, je sais plus, ça avait une autre appellation d'ailleurs, mais je ne sais plus exactement laquelle, était une excellente institution. C'est-à-dire qu'à côté, c'était la transformation du Conseil économique et social en une chambre qui examinait chaque projet par rapport aux conséquences sur la planète, sur l'état de l'environnement dans le pays, pas simplement environnemental d'ailleurs, sur toutes les conséquences. Et il y avait, alors la République n'était pas en danger, c'est-à-dire que le dernier mot était évidemment laissé à la représentation nationale, mais il y avait un droit de regard de cette Assemblée, et on renvoyait la copie quand c'est complètement contradictoire aux multiples schémas que nous avons, etc., et qui existent et qui ne sont pas si mauvais que ça, mais qui ne sont pas appliqués et qui sont en plus tellement complexes qu'on a beaucoup de mal à les appliquer. On renvoyait la copie aux chambres et on leur disait, écoutez, franchement, ça c'est mauvais pour la planète et c'est mauvais pour l'humanité, est-ce que vous voudriez regarder ça? Et à la fin, on respectait la République, c'est-à-dire si les types ou les dames s'entêtaient, eh ben, on le votait. Mais au moins les citoyens avaient devant eux, voilà. Je crois, alors ça n'a pas été possible de faire ça, d'abord parce que le projet n'a pas été présenté en l'état, et deuxièmement parce que de toute façon, ça exige une modification constitutionnelle forte, et du coup on a eu une réforme du Conseil économique et social environnemental vraiment minimale, mais complètement minimale, et, qui ne révolutionne absolument rien du tout. Autre chose, on nous a dit, pardon d'être un peu cash, qu'il y allait y avoir, comment dirais-je,
une prospective extrêmement importante en France et qu'on allait avoir véritablement un comité de prospective national qui allait nous donner les directions. On ne l'a pas. On a quelques notes intéressantes, mais on ne l'a pas. Et en fait, du coup, on arrive, puisque c'est la première table des solutions, alors je sais bien qu'après il y a une table politique, mais après tout j'en fais un tout petit peu, parce que ça m'est arrivé dans la vie. Est-ce qu'on n'a pas de projection globale, on n'a pas un texte global, en fait, non pas du tout unique, je suis comme toi, je ne suis pas du genre texte du comité central, mais on travaillait sur une vision unique. Du coup, tout le monde travaille sa vision parcellaire, communautaire, explosée et pleine de, pardon de reprendre le mot, le ressentiment, parce que finalement, quand on n'a pas de base commune, qu'est-ce qui fait la base commune? D'accuser l'autre. Et on en est là. Voilà. Et moi, je suis tout à fait frappée de ça. Et à chaque fois qu'on essaye de fabriquer une institution qui parle au-delà du mandat classique, alors vous avez deux camps. Vous avez les camps qui trouvent ça complètement inutile, etc. Et vous avez l'autre camp qui crie à la mort de la République parce qu'on ne respecte pas les durées républicaines constitutionnelles. Mais il ne va pas, je veux dire, le problème, c'est que c'est exactement comme la pollution qui ne connaît pas les frontières. Il se trouve que la planète n'a pas une exacte idée, la vie de la planète n'a pas une exacte idée de ce qu'est un mandat électoral. Donc, je veux dire, il faut évidemment inventer d'autres institutions. Et je crois que ça serait une partie de la solution. Et d'autre part, si au moins on travaillait là-dessus, ça empêcherait n'importe qui de parler de n'importe quoi dans le poste. Je ne suis pas sûre que ça empêcherait, mais on peut toujours rêver. Fabrice. Ouais, pour aller dans le sens de ce que dit Bettina, on voit bien, ça rejoint mon premier point de tout à l'heure, hein, le problème de l'ignorance. La Convention citoyenne pour le climat a été un exemple formidable. Quand les 150 citoyens sont arrivés le premier jour, il y avait même des climato-sceptiques parmi les 150, et ils le disaient. Et puis se sont tapés des conférences de Mme Masson-Delmotte, Corinne Lecquéré, Jean Covici et compagnie pendant des heures. Et puis ils ont fini par reconnaître qu'ils n'avaient pas compris, en fait, tout simplement. Et dans les 150 propositions qu'ils ont fait in fine, même les écolos les plus radicaux n'auraient jamais osé proposer ce qu'ils ont proposé, parce qu'ils avaient compris. Et moi, je m'aperçois dans les entreprises, ça fait quand même 33 ans que je travaille dans une très grande entreprise, que lorsqu'on prend le temps d'expliquer les choses, eh bien, ça remet en question des théories économiques qui sont complètement obsolètes. Obsolètes dans une planète finie en ressources, parce qu'on en arrive toujours au même point, c'est que si la croyance néolibérale de la croissance infinie dans une planète finie en ressources apparaît encore comme possible dans la tête des politiques, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre schéma de pensée que celle-là. Et alors que bon, c'est juste physiquement, d'un point de vue thermodynamique, impossible. Donc, moi j'en veux beaucoup en fait à l'enseignement, qui a complètement failli sur ces sujets, en faisant croire des choses qui sont fausses. Et je pense que si on veut arriver à inverser une tendance qui est quand même maintenant une trajectoire qui est suicidaire pour la planète, il faut recommencer par expliquer les choses aux décideurs. Ça, c'est vraiment la priorité numéro 1 pour qu'ils puissent faire leur deuil, en fait, d'un certain modèle qui est complètement obsolète. Et ce que je veux dire aussi, c'est que j'entends souvent dire bah oui, mais la France, on est un grand pays, mais quand même 1% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Tant que la Chine n'a pas compris, tant que les États-Unis n'ont pas compris, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dis au contraire, je pense que si on s'imposait à nous-mêmes des shifts qui sont nécessaires dans nos façons de construire, nos façons de bouger, nos façons de manger, nos façons de nous divertir. Et on a les solutions aujourd'hui, les entreprises ont les solutions. Eh bien, si on s'imposait ces shifts-là, eh bien, je pense qu'on pourrait largement inspirer les autres nations qui, tôt ou tard, de toute manière, seront rattrapées par ce que j'appelle la double contrainte. Il y a deux contraintes qui vont s'imposer à l'humanité. Il y a une contrainte plus que morale de diminuer très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre planétaires,
Alors ça, c'est une contrainte qui s'impose à nous pour ceux qui ont quand même un petit peu conscience de ce qu'on va laisser comme héritage naturel aux générations futures. Et puis, il y a un truc qui est encore plus violent qui va arriver, c'est une contrainte physique. C'est que même si le Club de Rome s'était trompé d'une quarantaine d'années dans la déplétion des ressources fossiles, bien, cette fois-ci, on y est. C'est-à-dire qu'on a passé le peak oil conventionnel il y a presque 15 ans maintenant. On est sûr qu'on est en train de passer le peak oil non conventionnel. Donc, de toute manière, il va y avoir moins d'énergie qui va rentrer dans la machine économique dans les années qui viennent. Donc, on est dans la descente maintenant. Et quand on est dans la descente, ça nécessite d'être beaucoup plus stratège que quand on est dans la montée. Parce qu'en période de croissance, il n'y a jamais de mauvais manager ou il n'y a jamais de mauvais politique. Quand il s'agit de redistribuer, c'est très très facile. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des choix. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on réapprenne à planifier. Bon, ça ne sera pas fromage et dessert, ça sera l'un ou l'autre. Donc cette nécessité de faire des choix dans les politiques publiques, de faire des choix même dans les stratégies d'entreprise, ça nécessite d'avoir des stratèges et pas des gestionnaires. Moi, je pense que contrairement à vous tous, je ne suis pas une spécialiste de l'écologie. J'en ai une approche, j'allais dire, très populaire, en fait. C'est-à-dire une conscience vive que, de toutes les façons, qu'on le veuille ou non, on est arrivé à un tournant de l'humanité où si on ne change pas nos comportements, notre manière de voir l'économie, de voir la finance, de voir l'industrie, eh ben, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est une évidence. Mais encore une fois, moi, je garde une approche très sociale aussi de l'écologie. Et je crois qu'il faut faire attention à un moment donné où on arrive dans un temps où l'écologie devient quelque chose d'extrêmement pointu parce que sur une base commune, on a aussi des divergences et qui échappent, j'allais dire, aux profanes et qu'on monte maintenant sur des débats un peu d'experts et qu'on est en train de larguer aussi tout un pan de la population qui est confronté au quotidien à des problématiques très pratico-pratiques, de manger, de se chauffer, de se soigner, d'accéder à leurs droits, d'avoir une école qui est une école égalitaire, qui est aussi dans la promesse républicaine, parce qu'on parle de la laïcité, mais à un moment donné, sans une, comment dirais-je, une libre conscience et amener la jeunesse à forger cette libre conscience, la laïcité, c'est peine perdue. Donc voilà, moi je crois que le défi aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est d'avoir cette articulation entre l'écologie et le social pour que le projet dans lequel on s'engage et qui est un tournant de civilisation, aucune question ne soit occultée. Voilà, moi je crois que là il y a vraiment un enjeu et je crois aussi qu'on n'est plus, je veux dire, comme on pouvait l'être il y a 30 ou 40 ans dans des partis écologistes radicaux. Aujourd'hui l'écologie elle a infusé dans toute la société, il y a un consensus global sur cette question-là, avec bien sûr des divergences et peut-être voilà, des engagements qui ne sont pas forcément à la hauteur du défi qui se pose, mais encore une fois je crois qu'il faut réfléchir et avoir toujours ce souci d'articuler l'écologie et la question sociale. Alors sur ce point-là, puis on va ouvrir le débat, je suis entièrement d'accord avec toi sur écologie et question sociale, et ça revient à ce que disait Bettina et tout à l'heure et moi-même sur l'acceptabilité et le fait d'embarquer tout le monde. Par contre, s'il y a une conscience partagée du problème, je ne crois pas du tout qu'il y ait un partage des solutions. Bon, et qu'on a quand même, et pour moi c'est une grosse préoccupation, très franchement, parce que je pense que le sujet est d'une telle gravité que logiquement on devrait être, 80% des partis politiques devraient être en gros d'accord sur ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le cas du tout. Et malheureusement, on voit une politisation, voire une radicalisation des uns et des autres sur les questions environnementales qui est très franchement de très mauvaise aloi.
parce que c'est pas du tout comme ça qu'on va trouver les solutions. Autrement dit, entre ceux qui pensent que les solutions techniques c'est la réponse à tout et que il n'y a pas besoin de sobriété, que ça c'est des histoires abruties et qu'il faut continuer par le passé, et ceux qui proposent une décroissance à tout crin qui est en fait une régression sociale annoncée, c'est pas possible. Bon, c'est franchement pas possible. Donc comment est-ce qu'on fait? Et ce sera un peu l'objet de la table ronde la dernière table ronde de la journée. Comment on fait pour essayer de trouver un socle commun qui soit partagé? Parce que ça, c'est pas possible de d'hystériser et de politiser à l'extrême la question de la réponse aux défis environnementaux. On n'y arrivera pas, ça le fera pas. Enfin, à mon avis. Alors. Peut-être, mais tout le monde ne tire pas la conséquence de ce qu'est l'anthropocène quand même. Hein. Merci pour tout ce que vous amenez. Moi, j'aurais bien aimé avoir votre avis, puisqu'on on évoque des solutions sur la question de l'information et des médias plus spécifiquement. Tu en as parlé un peu brièvement, Corinne. C'est vrai que dans les médias mainstream, je ne parle pas de l'information et des médias auxquels ici on a tous un peu accès, mais les médias mainstream qui s'adressent à nos concitoyens et plutôt qui s'adressent à eux plutôt en tant que consommateurs que citoyens. On parle très peu, on a très peu parlé des Pandora Papers, on a très peu parlé du rapport du GIEC, on a un peu parlé de la COP, mais bon, c'était un petit peu olé olé. En revanche, on parle de tout un tas de sujets divers et variés pour, entre chaque sujet, faire beaucoup de pubs et vendre beaucoup de produits de consommation divers et variés. Donc là, il y a un questionnement aussi qui est comment le politique, comment nous-mêmes on peut agir sur ces médias-là, qui sont encore une fois des médias mainstream, qui sont détenus par des grands acteurs économiques. Fabrice, d'ailleurs, tu pourrais peut-être nous dire comment la question de ce sujet-là chez TF1 est gérée. Comment ces grands médias, on peut soit les aider, soit les contraindre, soit les aiguiller à ce qu'ils fassent un peu plus d'action en faveur d'une éducation et d'une information plus claire sur la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, et qu'on les abreuve pas de publicité pour leur demander de consommer. C'est encore un problème de modèle d'affaires. Hein. Les médias privés, c'est pas des sociétés de philanthropie. Hein. C'est pas des services publics non plus. Et j'observe qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la différence en temps consacré à l'écologie entre les services publics et les médias privés, je pense aux miens déjà, on est devant. C'est un comble quand même. C'est complètement un comble. Donc, je pense, il est clair. En tout cas, là où je te rejoins complètement, c'est qu'on n'en parle pas assez. Et on met l'environnement sur le même plan que tout le reste. Donc on traite l'arrivée de Messi ou Paris Saint-Germain, puis on parle un peu de la COP, puis après on parle... Voilà. Alors que il y a une hiérarchisation des problématiques. Mais après, comme on n'a pas de solution claire à donner, et que c'est quand même un peu des informations anxiogènes, et que les gens qui regardent la télé, ils regardent surtout pour se divertir, il y a aussi une façon de traiter l'information. Et ça rejoint encore une fois, excusez-moi d'insister, le sujet de la formation de ceux qui font ça. Les journalistes aujourd'hui, pas plus que les autres, confondent 1 et 1000, ont beaucoup de fausses croyances sur ces sujets. On a beaucoup parlé d'écologie punitive. En fait, on dit, voilà, comme il faut se restreindre, pour eux, la sobriété, c'est la restriction, c'est la punition, c'est... Voilà. Alors qu'il va falloir qu'on redéfinisse ce que ça veut dire, en fait, la sobriété. La sobriété, c'est pas forcément synonyme de privation. Et lorsque j'entends aussi les débats qu'il y a entre décroissance, Madame Lepage en parlait, et récession, oui, la récession, c'est anxiogène pour tout le monde. Mais quand on parle de faire décroître de 7% les émissions de gaz à effet de serre, on parle bien de décroître. Et quand on connaît
la corrélation qu'il y a entre les émissions de gaz à effet de serre et le PIB des États, il va bien falloir qu'on comprenne un jour que soit on croit à une certaine forme de découplage, c'est-à-dire que on augmente toujours le niveau de vie des gens et leur capacité à acheter, et on baisse pour toujours vers zéro les émissions de gaz à effet de serre. Mais qui peut croire une bêtise pareille aujourd'hui? C'est pas ça qui va se passer. C'est pas possible d'un point de vue thermodynamique. Donc il faut inventer un nouveau modèle de société, ça a été dit, et un nouveau modèle de société, alors ça c'est le sujet du politique, mais ça passera forcément, si on veut soutenir ça d'un point de vue économique, par des nouveaux modèles économiques dans les entreprises. Alors qu'il y ait des obligations, des nouvelles régulations pour les médias, de manière à faire monter en compétence le français moyen dans l'acceptation de ces nouveaux modèles, là je dis oui. Je dis oui, car on a vraiment besoin de pédagogie vraiment très, très fine sur toutes les populations pour d'ailleurs lutter contre les fausses croyances économiques, parce que ça c'est un vrai cancer en fait de la prise de décision politique. Et deuxièmement, ça permettra aussi de faire accepter, parce que finalement tout le monde est pour le progrès mais contre le changement, de faire accepter les changements qui vont devoir apparaître petit à petit, et les changements dans les modes de vie, parce qu'un quart des solutions viendra des citoyens en termes de changement de comportement, moins prendre l'avion, moins manger de viande, moins consommer des produits qui sont... Comment ? Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, bien entendu. Mais après, les 75% du reste, ça sera bien les entreprises qui vont devoir le faire. Donc, les médias, donc, pour te rassurer en ce qui nous concerne, nous, TF1, eh bien, on a déjà mis en place, il y a 20 ans maintenant, Ushuaïa TV, et on va bientôt proposer un média des solutions. Parce qu'on a besoin de présenter aux Français des solutions positives qui fonctionnent sur comment on peut mieux se divertir, mieux manger, mieux travailler, mieux voyager, en ayant une empreinte, un impact moindre sur la planète, tout en prenant du plaisir. Donc l'enjeu pour nous, ça va être de rendre la sobriété désirable. Non, je voulais dire que je trouve que je suis d'accord avec Fabrice en ce que le service public a quand même fait d'énormes progrès. Quand vous écoutez la radio de service public, toutes les radios, franchement, les informations sur l'environnement sont complètes, fiables et nombreuses. Et c'était absolument pas le cas il y a une dizaine d'années. Il y a eu un vrai tournant. Je ne vais pas faire de publicité, mais après tout, on peut peut-être faire de la publicité pour le service public. France Inter a pris la décision d'un tournant il y a 3 ans qui est absolument considérable. En revanche, il y a 2 choses. Il y a effectivement cette espèce d'extraordinaire, enfin, si quelqu'un d'une autre planète arrivait et voyait un débat sur la crise planétaire et avec au milieu 3 publicités sur les SUV, il se demanderait vraiment où on est. Donc là, il y a quand même un vrai sujet, je veux dire, parce que nous sommes dans une société déjà complexe et les messages contradictoires, liminaux et subliminaux, s'entassent. Donc il y a vraiment un sujet. Deuxièmement, après un débat sur la primaire, j'écoutais l'autre jour quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Quelqu'un disait, mais enfin, on parle que d'immigration, etc. Et par exemple, on ne parle pas d'environnement. Et le journaliste répondait, mais nous organisons d'après les demandes, non pas des candidats directs parce qu'ils n'ont pas le temps, mais des entourages des candidats, et on ne nous demande jamais l'environnement. En revanche, on nous demande ce qui est bien clivant, c'est-à-dire l'immigration, etc. J'en tire 2 observations. La première observation, c'est que les journalistes sont au service de l'entourage des candidats, ce qui est quand même extrêmement intéressant, en tout cas dans certaines chaînes. Et la deuxième chose, c'est que il y a, et on l'a dit les uns ou les autres, dans le monde politique, à cause de la médiatisation, une demande de clivant toujours plus importante. Alors, il y a des questions là-bas. Oui, bonjour. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un retour d'expérience. Je m'appelle Julie Jouvencel, je dirige une start-up qui s'appelle SoScience, où justement on crée, nous, des collaborations multi-acteurs sciences-société. Et donc, je voulais partager, pour rebondir sur ce que Fabrice, notamment, et Bettina ont dit, alors sur la radicalité créative, sur la collaboration multi-acteurs, et Fabrice, sur tout ce qui est formation. Aujourd'hui, nous, on travaille principalement avec des industriels,
un peu des instituts de recherche et des gouvernements. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est cette collaboration, et il y a une vraie question de traduction, finalement, d'alignement, quand on a différents acteurs qui doivent collaborer ensemble, et aujourd'hui, on sait que ça passera par la collaboration nécessairement, on se rend compte que les gens ne sont pas alignés, ni sur leur rythme de travail, leur vision du monde, leurs besoins, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on manque de méthodologie, on manque d'outils, on manque de connaissances des autres acteurs, et donc il y a des acteurs qui existent, hein, il y a de plus en plus de documentation scientifique qui porte sur ce qu'on appelle l'innovation ouverte. En revanche, les acteurs ne sont pas spécialement formés, n'ont pas forcément connaissance, n'ont pas forcément les expertises, donc ça rejoint ce que Fabrice vous disiez sur la formation, mais il faut aussi intégrer dans les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt, des cahiers des charges de financement, et dans les politiques publiques, l'intégration de ces besoins-là, en termes de facilitation, en termes de ressources, de méthodologies qui aujourd'hui sont un petit peu exclues. Donc il y a beaucoup d'innovations ouvertes industrielles avec des consortiums, il y a de l'innovation ouverte, grands groupes start-up ou grands groupes recherche, mais en revanche, mettre tout le monde autour de la table et avoir cette créativité, cette intelligence collective, internationale également, pour aller chercher des acteurs dans d'autres pays, pour avoir l'innovation frugale ou autre, aujourd'hui, on pêche un petit peu là-dessus. Et en fait, c'est important parce que c'est par l'action aussi qu'on fera de la formation, de la culturation et qu'on passera en mode projet. Je suis d'accord avec ça. Merci. Oui, ici. Bonjour à tous. Vraiment merci pour tous ces échanges vraiment instructifs. Moi, j'ai pris beaucoup de notes. Donc, je me présente. Je suis Sarah Fèvre. Je suis maire d'une petite commune rurale dans le Doubs. Et je suis engagée maintenant à CAP 21. Je suis venue avec mon papa parce que voilà, il avait envie d'intervenir tout à l'heure. Mais moi, je voulais intervenir par rapport à votre proposition, enfin votre questionnement de la part d'une personne lorsque vous étiez en conférence par rapport à ce geste qu'elle ne voulait pas faire au titre que d'autres polluent. Alors sur la Chine, enfin sur la critique que nous faisons à certains pays d'émettre beaucoup de CO2, il ne faut pas oublier que nous avons aussi délocalisé notre production. Donc on a aussi un peu bon dos de leur taper dessus parce qu'une grande partie des produits qu'on achète, ils sont produits là-bas. Mais moi, je voulais vous faire un retour d'expérience locale. On a mis en place énormément d'éducation à l'environnement. On a fait d'énormes efforts pour justement amener les habitants à trier leurs déchets, et avec des résultats qu'on a avec le tri sélectif plus ou moins bons. Et on a mis en place la redevance incitative. Et malheureusement, la redevance incitative, c'est-à-dire le fait de payer sa poubelle au poids, a été beaucoup plus efficace. Et on a réduit de 30% le bac gris de nos habitants avec cette mise en place de la redevance incitative. Et ça a été mis en place parce qu'on a eu un élu qui a eu le courage de refuser de refaire un nouvel incinérateur en disant on va trouver des solutions, on ne va pas refaire un nouvel incinérateur supplémentaire au vu de l'augmentation des déchets que l'on jette dans nos poubelles tous les jours. Et on s'est imposé cette redevance incitative et on est passé par le portefeuille. Malheureusement, je ne fais que constater que ça passe aussi par là. Il faut de la prévention, il faut de la pédagogie, mais c'est vrai que quand on tape dans le portefeuille, c'est extrêmement efficace. En un an, on a baissé de 30%. Merci. Il faut des contraintes pour ne pas avoir de dictature écologique. Oui, Il n'y a plus de questions. Nous allons clore cette deuxième table ronde. Vous remercier.